Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de Direct, au cours de laquelle nous passons dans une première partie en revue quelques nouvelles nécessairement égyptiennes. Et en deuxième partie, nous avons le plaisir de recevoir au studio des invités qui nous éclairent de leur connaissance quant à certains sujets, souvent l'un consacré à l'Égypte et l'autre à l'étranger. Mais auparavant, je commence avec notre première partie et qui est les nouvelles éparses. Mesdames, Messieurs, la remise de candidatures pour les élections législatives égyptiennes prévues en mars doit prendre fin ce soir. La haute commission électorale, présidée par le conseiller Ayman Abbas, a déclaré que le nombre de candidats atteint hier les 5053, parmi lesquels 3514 indépendants. Le porte-parole de la haute commission, le conseiller Omar Ramadan, pour sa part indiqué que le nombre de femmes atteint les 212, pas beaucoup, et que les candidats âgés de 41 à 50 ans représentent la majorité, c'est un peu mieux. Selon la haute commission électorale, il incombe à tout candidat aux élections législatives de remettre le résultat de son test médical au comité du gouvernement concerné par cette affaire. Le chef de la sécurité du gouvernement de Marsa Matrouh, entre Alexandrie et la frontière libyenne, le général Al-Amani Hamoud, a assuré aujourd'hui que le nombre de ressortissants égyptiens rapatriés de la Libye via le terminal de Saloum a augmenté. Selon lui, il s'agit de 1770 Égyptiens jusqu'à aujourd'hui. Le général a assuré que la situation sécuritaire aux alentours du terminal de Saloum était stable, tout en signalant que les forces de sécurité supplémentaires ont été déployées dans cette région. La Ligue arabe a mis l'accent aujourd'hui sur l'importance de l'initiative égyptienne lancée dans les réseaux sociaux et sur Internet afin de combattre le terrorisme. Cette initiative a pour but d'encourager le monde arabe à faire un front uni contre les terroristes et à se mettre d'accord sur les principes communs pour confronter ce danger. Le secrétaire général de la Ligue arabe, Dr Nabil El-Arabi, a assuré que l'initiative égyptienne était un plus dans les mesures prises par les pays arabes pour faire face au terrorisme. Il a ajouté que cette initiative serait au centre des discussions des membres de la Ligue arabe le mois prochain. Mesdames, Messieurs, le ministre libyen des Affaires étrangères, Mohamed El-Baïri, a demandé hier à l'ONU de lever l'embargo sur les armes imposées à son pays afin de mieux lutter contre les terroristes. Mais il a écarté l'idée d'une intervention internationale. Il a appelé la communauté internationale à aider son pays à renforcer ses capacités militaires nationales. Un pays, Lors de la réunion du Conseil de sécurité de l'ONU, le ministre libyen des Affaires étrangères, Mohamed El-Baïri, a appelé la communauté internationale à aider son pays à renforcer ses capacités militaires nationales. Il a ajouté que cela impliquerait de lever l'embargo sur les armes pour que l'armée libyenne puisse recevoir des équipements et des armes pour lutter contre le terrorisme. Il a déploré que, bien que les groupes terroristes opérant à partir de la Libye menacent l'Afrique et l'Europe, son pays ne reçoivent pas la même attention que la Syrie ou l'Irak. Il a cependant souligné que la Libye ne demandait pas une intervention internationale. Selon le ministre égyptien des Affaires étrangères, Sameh Choukri, qui s'est lui aussi adressé mercredi au Conseil, le projet de résolution prévoit une levée des restrictions sur les armes à destination du gouvernement libyen reconnues par la communauté internationale. Mais il faut aussi, selon lui, imposer un blocus naval pour empêcher la livraison d'armes des milices opérant dans les régions de Libye échappant au contrôle des autorités légitimes. Plusieurs membres du Conseil, dont la Russie, sont réticents à lever l'embargo imposé depuis 2011 à la Libye, évoquant le risque de voir des armes tomber entre de mauvaises mains. Les États-Unis, l'Allemagne, la France, la Grande-Bretagne, l'Italie et l'Espagne ont marqué mardi dans une déclaration commune leur préférence pour une solution politique du conflit en Libye. Le représentant de l'ONU en Libye, Bernardino León, a dit mercredi espérer qu'un accord politique pourra être retrouvé bientôt entre les factions en Libye pour permettre la formation d'un gouvernement d'unité nationale. Eh bien, justement, dans ce contexte, le ministre
ministre égyptien des Affaires étrangères a rencontré à New York les ambassadeurs des 5 membres permanents du Conseil de sécurité, la Chine, la France, la Russie, les États-Unis et la Grande-Bretagne, mais aussi les ambassadeurs d'Arabie Saoudite, de Jordanie, de Bahreïn et des Émirats, afin de trouver une stratégie commune. Le ministre a appelé la communauté internationale à prendre ses responsabilités vis-à-vis de la situation en Libye qui se détériore. Il a souligné la nécessité de permettre aux pays de la région qui le souhaitent de soutenir les efforts du gouvernement libyen pour imposer son autorité et établir la stabilité. La Tunisie, un pays voisin de la Libye, est pour sa part opposée à toute intervention militaire, craignant d'être déstabilisée par le chaos en Libye. Quittons le Proche-Orient et ses tourmentes pour la France, où après son passage en force à l'Assemblée sur une loi économique qui a fracturé la majorité présidentielle française, le gouvernement socialiste affrontait ce soir une motion de censure déposée par l'opposition qui n'a cependant quasiment aucune chance de passer. Dans le cas contraire, le gouvernement de Manuel Valls, nombreux, et le président François Mitterrand devraient composer une nouvelle équipe susceptible de recueillir la confiance de la majorité des députés. Mesdames, Messieurs, avec cette dernière nouvelle, nous parvenons au terme de notre première partie, mais place à la seconde, et nous la commencerons avec la situation internationale. Vous l'avez constaté, l'Occident d'une part, la Russie d'une autre, s'affrontent un peu partout, de l'Ukraine au Proche-Orient, en parlant des terroristes, de qui est terroriste, de celui qui ne l'est pas, la situation en Ukraine, des droits de ceci ou de cela. Bien, la situation n'est pas meilleure au niveau international que dans la région proche-orientale. Justement, et notamment en Ukraine, où les indépendantistes russophones ont infligé un nouveau revers à Kiev en contraignant son armée à abandonner la ville stratégique de Debaltsevo, poussant le président ukrainien Petro Poroshenko à demander l'envoi d'une mission policière de l'Union européenne sous mandat de l'ONU pour maintenir la paix dans l'est du pays. Mais pour les indépendantistes, l'important est ailleurs, en prenant Debaltsevo, verrou stratégique pour le contrôle de l'Est ukrainien. Ils ont parachevé leurs avancées militaires amorcées pendant l'été. Un compte rendu. Les séparatistes pro-russes ont infligé un nouveau revers à Kiev en contraignant son armée à abandonner la ville stratégique de Debaltsevo, poussant le président ukrainien Petro Poroshenko à demander l'envoi d'une mission policière de l'UE sous mandat de l'ONU pour maintenir la paix dans l'est du pays. La zone qu'il contrôle est maintenant homogène, faisant la conjonction entre le territoire séparatiste des régions de Lugansk et de Donetsk. La question qui se pose désormais, les rebelles vont-ils s'arrêter là ou continuer de gagner du terrain plus à l'ouest ou vers le sud de Maritime et le port de Mariupol? Face à cette éventualité, M. Poroshenko a voulu prendre les devants. Mercredi, en préambule d'une réunion du Conseil de sécurité nationale et de défense, il a annoncé que Kiev demandera l'envoi d'une mission policière de l'Union européenne dans l'est de l'Ukraine. Ce serait la meilleure option pour garantir la sécurité dans une situation où le cessez-le-feu n'est respecté ni par la Russie ni par ceux qui la soutiennent, a affirmé M. Poroshenko. Le principe d'un contingent de paix international qui surveillerait la frontière russo-ukrainienne poreuse et la ligne séparant l'Ukraine des territoires séparatistes a été adopté par le Conseil de sécurité nationale et de défense, mais doit encore être voté au Parlement. L'offensive rebelle contre cette ville est intervenue malgré une nouvelle trêve arrachée la semaine dernière à l'issue de négociations marathon à Minsk entre les dirigeants allemands, français, russes et ukrainiens.